Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très content de vous accueillir. On reprend, comme vous l'avez bien compris, le présentiel, ce mot qui a été inventé là, distanciel, présentiel. Alors, j'accueille aussi, bien sûr, tous ceux qui sont en distanciel, en leur suggérant pour la prochaine fois de venir en présentiel. On a pris toutes les précautions indispensables qui sont évidemment indispensable dans ce contexte sanitaire. Donc on espère qu'au fil du temps, eh bien, chacun reviendra en présentiel et qu'évidemment il n'y aura pas de nouvelles difficultés par rapport à cette fichue pandémie. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Denis Bauchard, que vous connaissez. Denis Bauchard, c'est un diplomate, un grand diplomate, et qui a cette particularité de continuer d'être un observateur attentif, avisé. Il a son premier poste, si je ne me trompe pas, c'était à Beyrouth, à la fin des années 60. Vous avez été ambassadeur dans un pays comme la Jordanie, qui était quand même au cœur d'un monde, comment dirais-je, en grande tension. Vous avez été... Au moment du processus d'Oslo, d'ailleurs à la fin des années 93, vous avez été directeur ANMO, c'est-à-dire Afrique du Nord, Moyen-Orient. Dans les années qui ont suivi, vous avez été aussi directeur de cabinet d'un ministre qui s'appelle Hervé de Charette. Et vous avez été aussi, c'est important, président de l'IMA, de l'Institut du monde arabe, c'est pas rien. La présidence de l'IMA, on en parlait tout à l'heure. Et puis depuis, vous êtes conseiller à l'IFRI, vous avez travaillé avec l'AFD, vous faites partie d'un club, le Club des Vins, qui donne son point de vue. Et donc le livre dont on va parler tout à l'heure est un livre, au fond, qui s'inscrit dans cette démarche qui fait que vous continuez à être un observateur avisé. Avant d'en venir au livre lui-même, je voudrais juste dire un mot sur notre reprise ici à l'IREMO. Vous êtes peut-être au courant, mais il y a une élection présidentielle dans les temps qui viennent. Et dans cette élection présidentielle, il y a un certain nombre de thèmes qui sont abordés par un certain nombre de candidats en particulier, qui sont les thèmes que nous étudions habituellement ici à l'IREMO et qui sont mal traités. Et j'écris mal traités dans les deux sens du vocabulaire possible. Et donc, on a choisi de faire un cycle présidentiel, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur les questions de l'islam, de politique étrangère de la France et bien entendu de l'immigration. Avec les moyens, entre guillemets, considérables qui sont ceux de l'IREMO, on voudrait apporter notre regard critique sur tout ça. Et pour en savoir plus sur ce cycle présidentiel, vous pouvez vous reporter à notre site iremo.org. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est important parce qu'évidemment, on ne peut pas ne pas être concerné par ce qui est dit, surtout en ce moment. Alors, revenons maintenant sur le livre. Et d'une certaine manière, on sera un peu dans la réflexion sur la campagne, puisque la politique extérieure de la France, on va en dire un mot tout à l'heure, vous allez en dire un mot, et ce que je peux constater, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup dans la campagne présidentielle. Donc au fond, c'est déjà une amorce de réflexion sur ce qui se passe en présidentielle. Sur le livre, alors j'aurais plein de choses à dire, mais c'est pas à moi de faire l'exposé, c'est à vous bien entendu. Je voudrais simplement faire quelques remarques sur ce livre pour vous inviter à le lire, à l'acheter, à le lire. C'est quelque chose de très intéressant parce que c'est pas simplement une analyse, c'est quelqu'un qui a... Le titre, c'est « Un demi-siècle d'échecs et d'espoir, le Moyen-Orient au défi du chaos ». C'est 50 ans d'histoire, et vous êtes analyste, mais vous êtes évidemment, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et chacun le sait, vous êtes aussi un acteur. Et à plusieurs reprises dans le livre, souvent dans le livre, on passe de l'analyse à « oui, mais », et vous indiquez quelque chose de très concret, très précis, un souvenir ou une analyse très intéressante. Par exemple, quand vous êtes en tant que directeur de l'ANMO, et ça, vous nous en parlerez tout à l'heure, à mon avis, ça a changé, vous êtes en capacité, de par votre fonction et de votre expérience de cette région, de
vous entendre avec le conseiller diplomatique de l'Élysée pour réfléchir à ce que pourrait être la politique dans le monde arabe de Jacques Chirac. Et ce que vous donnez comme exemple est très intéressant. Il y a manifestement un débat entre Jean-David Lévy et vous, et puis votre équipe, Madame Guéguen, qui est maintenant directrice à NMO, elle était à l'époque une de vos collaboratrices, et vous façonnez, par cet échange, une vraie réflexion sur la politique française à l'égard du monde arabe et du Moyen-Orient. Je ne suis pas sûr que ça se refasse aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, donc on a donc une analyse de la situation des années 90, mais en plus on a ce regard de l'observateur qui est en même temps, évidemment, et d'abord un acteur. Alors, on a choisi, en discutant tous les deux, Denis Bochart et moi, de faire ça en 3 temps. Non pas un tunnel d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, mais avec 3 séquences ordonnées autour de, on va dire, 3 mots. Le premier, c'est réfléchir au titre même, qui est le chaos. Qu'est-ce que signifie vous dites, un demi-siècle d'échecs et d'espoir au défi du chaos? Donc ma première question, c'est qu'est-ce que vous entendez par là sur ce Moyen-Orient? Étant entendu que dans le Moyen-Orient, vous le dites dans votre livre, c'est à la fois le Moyen-Orient, disons, le Levant, et puis aussi c'est le Golfe, et c'est 2 situations évidemment radicalement différentes. Le deuxième mot, c'est important, c'est justement l'histoire du basculement dans le monde arabe, c'est-à-dire qu'au fond, c'est l'effondrement des régimes arabes, quoi. Et, autrefois, c'était le Caire, Bagdad. Aujourd'hui, bien entendu, c'est Damas. Ces capitales ont quelque peu disparu de l'échiquier international. Puis enfin, le troisième point, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est la politique française. Donc voilà, on va ordonner ces 3 quarts d'heure ou 40-45 minutes en 3 temps. Et donc, je vous lance d'abord sur qu'est-ce que vous entendez par chaos? Avez-vous vu un chaos au Moyen-Orient? Moi, je ne l'avais pas remarqué. Allez-y. Merci Jean-Paul de votre accueil. Moi, je suis très heureux de participer de nouveau à une réflexion ici à IREMO. On a des relations depuis quelques années. Et j'aime beaucoup venir ici intervenir ou parfois comme spectateur, comme auditeur. Vous avez rappelé mon parcours, effectivement. J'ai commencé par Beyrouth. Mais le poste où je suis arrivé, qui était un poste de conseiller d'attaché financier, était un poste régional qui allait de la Turquie à l'Éthiopie et de l'Afghanistan à la Grèce. Et donc, j'ai beaucoup voyagé. Alors, certes, mon point d'accroche était Beyrouth, et donc j'ai bien connu le Liban, où je me suis fait des amis que je fréquente encore. Mais je suis tombé dans la potion magique. C'est-à-dire que quand, quelques années plus tard, on m'a demandé où je voudrais aller comme ambassadeur, moi j'ai dit tout de suite le Moyen-Orient. Et il y avait une place libre en Jordanie, ça tombait bien. Et je dois dire que je n'ai pas regretté. Et depuis lors, je dirais pratiquement, sauf avec une petite parenthèse au Canada, j'ai continué non seulement à m'intéresser, mais à aller sur place, voir l'évolution. La dernière fois, c'était en 2018, et puis là, Covid aidant, il faut que je reparte vers l'Orient. Mon livre, si vous voulez, vous en avez dit un mot. Mon livre est, je dirais, un livre un peu hybride. C'est-à-dire, effectivement, c'est un témoignage personnel, car, comme vous l'avez rappelé, j'ai eu l'occasion, dans des différentes fonctions, de rencontrer pas mal de personnes, de vivre des événements parfois tragiques, et aussi bien à Paris que sur place. J'ai vécu notamment en direct le détournement de l'avion d'Air France à Alger, qui a été effectivement un moment fort et difficile, et dont j'ai des souvenirs très précis. Mais c'est aussi effectivement une analyse un peu géopolitique de cette région finalement difficile à comprendre. Et 50 ans après, je m'interroge en disant, est-ce que je comprends encore ce qui se passe et ce qui peut se passer? S'agissant du chaos, effectivement, il a plusieurs formes.
Et hélas, on le rencontre maintenant quand on se promène aussi bien à Beyrouth qu'à Sanaa ou dans d'autres endroits tumultueux. C'est tout d'abord parce qu'au Moyen-Orient, et ça c'est quelque chose tout de même de nouveau, je dirais un tiers des États du Moyen-Orient sont des États faillis, des États totalement sinistrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des États où la puissance publique n'exerce plus ou n'exerce que partiellement son autorité. Ce sont des pays qui sont maintenant de facto fragmentés. La Syrie, c'est évident, l'Irak, entre le Kurdistan au nord, le pays sunnite, et même au sein du pays chiite, toute la région de Bassora affiche une véritable autonomie. Sans parler du Yémen, tous ces pays sont fragmentés et échappent largement aux autorités publiques. Les forces armées de ces pays sont contestées par des milices actives, bien entraînées, financées, largement financées, très combatives, plus en général que les forces armées elles-mêmes. Ce phénomène de militarisation du Moyen-Orient a des conséquences graves dans la mesure où personne au sein de ces milices, qu'il s'agisse des seigneurs de la guerre ou qu'il s'agisse des combattants, n'a intérêt que ça se termine parce que c'est à la fois un emploi, ça permet effectivement d'exercer des raquettes. Et donc, il n'y a pas de raison que ça cesse. Alors, certaines de ces milices sont financées par l'Iran, mais dans d'autres cas, ce sont des tribus qui se sont érigées en milices. Par exemple, au Yémen, c'est la tribu des Houthis qui a pris le pouvoir, enfin, tout au moins partiellement le pouvoir, mais qui contrôle la capitale. C'est une milice devenue État, en quelque sorte. Et quant à la Libye, alors je dirais qu'il y a autant de milices qu'il y a de villes et de tribus en Libye. Et on sent bien que malgré les efforts des autorités, je pense en particulier à l'Irak, où il y a un Premier ministre à Poigne qui essaie justement d'intégrer les milices dans l'armée régulière, on est encore loin de compte. Et ceci handicape fortement l'avenir de ces pays et le retour à la stabilité. Il y a aussi États faillis dans la mesure où les ingérences étrangères sont très fortes, qu'il s'agisse de la Syrie, du Yémen ou même de l'Irak, et où il y a finalement des conflits ou des violences qui se font par procuration, à l'initiative de la Russie, de l'Iran, des États-Unis. Tout ceci conduit effectivement à des économies totalement sinistrées, des économies de guerre, et tout ceci conduit à un appétit pour sortir, pour s'expatrier, pour s'exiler, le plus souvent sans espoir de retour, notamment aussi bien au niveau de la population qu'au niveau de ses élites. Là, il y avait un sondage récent sur le Liban qui indiquait que plus de la moitié de la population était prête à partir pour toujours. Ce qui est tout de même, je dirais, tout à fait dramatique. Et je pense qu'en Syrie, comme vous le savez, il y a à peu près 6 millions de personnes qui sont parties et dont la quasi-totalité ne reviendront pas. Donc voilà un premier aspect du chaos. Le deuxième aspect, c'est que la menace islamiste demeure. Elle demeure sous différentes formes. D'abord, contrairement à ce que disent certains, je pense que l'islam politique n'est pas mort, même s'il est un peu en repli dans l'ensemble du monde arabo-musulman et en particulier au Moyen-Orient. Certes, comme vous le savez, en Égypte,
Les frères musulmans sont qualifiés de mouvement terroriste et ils ne vivent que clandestinement, une très, très forte répression. C'est le cas également, un repli également en Tunisie, également au Maroc. Mais l'islam politique, c'est-à-dire la volonté de certains musulmans de promouvoir la charia à travers la conquête de l'État, c'est quelque chose qui demeure dans une partie importante de la population. Très difficile, je dirais, de quantifier, mais sans doute une partie qui tourne autour de 20 ou 30%. Et puis vous avez alors un pays qui, lui, est un pays qui a conquis, et un parti islamiste qui est au pouvoir, c'est en Turquie. Et ceci, je dirais, a des conséquences sur la politique extérieure, effectivement, de ce pays dont je reparlerai. Mais effectivement, par-delà l'islam politique, il y a encore effectivement des mouvements djihadistes, que ce soit de la mouvance de l'État islamique ou de la mouvance d'Al-Qaïda, qui, je dirais, s'expriment et combattent au grand jour, notamment au Yémen, notamment en Syrie, mais dont une partie est effectivement dans des enclaves, dans une situation de semi-clandestinité. Et c'est le cas en particulier de la région d'Idlib en Syrie, qui est tenue très largement par un mouvement qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, qui est en fait le nouvel avatar d'Al-Qaïda, qui, malgré toutes ces déclarations, reste très lié à cette mouvance. Chaos aussi parce que les situations de guerre demeurent. Les guerres sont encore ouvertes en Syrie, au Yémen. Comme vous le savez, Israël régulièrement va, entre guillemets, tondre le gazon en intervenant de façon militaire sur Gaza. Israël a d'ailleurs mis en place un commandement spécial qui ne s'intéresse qu'à l'Iran, qui est dirigé par un certain général Sal Kalman, un jeune général, et qui regroupe l'ensemble des moyens afin de cibler l'Iran. Israël, et c'est peu connu, on en parle rarement dans les journaux, a fait plus d'une centaine d'attaques sur des cibles iraniennes en Syrie, qui étaient en général effectivement des endroits où il y avait des bases militaires iraniennes qui étaient en train de se constituer. Ceci étant, il y a encore, je dirais, en pointillé des guerres potentielles, notamment entre Israël et l'Iran. Est-ce que cette espèce de guerre de l'ombre, accompagnée de frappes, qui existe entre les deux pays, va-t-il déboucher jusqu'à un affrontement direct sur le territoire iranien? C'est un grand point d'interrogation pour l'année 2022. Comme vous savez, il y a des négociations sur le nucléaire. Est-ce qu'elles vont échouer? Est-ce qu'elles vont réussir? Et à supposer même qu'elles réussissent, le résultat va-t-il satisfaire à Israël? Jusqu'à maintenant, les autorités israéliennes, qu'il s'agisse de Benjamin Netanyahou ou de Naftali Bennett, ont eu une position extrêmement dure, dénonçant la menace existentielle et d'ailleurs dénonçant l'accord qui avait été conclu, estimant que l'accord conclu en 2015 ne suffisait pas. Voilà, alors, certes, il y a quelques éléments de stabilité dans le Golfe. Dans le Golfe, pour l'instant, l'ordre règne et la prospérité règne, surtout que les cours du pétrole ont fortement augmenté, mais ce sont des pays qui restent fragiles. L'Égypte, où, avec le maréchal Sissi, il y a une reprise en main brutale, et sans doute un régime beaucoup plus brutal que celui de Moubarak.
Certes, ce sont des éléments de stabilité, mais pas très rassurants non plus, si j'ose dire. Il y a, je dirais, sur le long terme, des lueurs d'espoir. Dans tous ces pays existe une société civile qui s'organise, qui se structure, qui se manifeste de plus en plus. Les germes de la démocratie ont été semés, même si, pour l'instant, aussi bien les printemps arabes que les Irak ont échoué. Il y a eu, malgré les événements récents, sur le long terme, un développement de ces pays, de leurs infrastructures, de l'éducation, etc. Mais pour l'instant, effectivement, c'est bien le chaos qui prédomine, avec toutes ses conséquences au niveau de la vie quotidienne des gens, avec toutes ces conséquences sur leur mode de vie, et donc avec une accentuation de la pauvreté dans les pays qui étaient déjà parmi les plus pauvres, je pense notamment au Yémen ou à la Syrie. J'ai envie de, juste avant de passer au deuxième point, vous poser une question sur les États faillis. Parce qu'en fait, il y aurait aujourd'hui des États faillis, et avant, il y avait des États qui paraissaient forts. En réalité, c'était quand même des États, la plupart du temps, des États extrêmement autoritaires. Et je pense à l'Irak en particulier, ça cachait les contradictions profondes. Et en Occident, par exemple, je pense à ce qui s'est passé dans les années, à la fin des années, en 1988 avec l'opération Anfal en Irak contre les Kurdes, qui est qualifié en Irak de génocide, des dizaines de milliers. Alors au fond, ces États étaient les États d'une clique finalement, qui par son pouvoir très autoritaire étouffait toutes les revendications. Et la question kurde, par exemple en Irak, qui s'est posée maintenant en termes très différents, et on parle d'État failli, mais au fond, il y a toujours eu un problème fondamental du rapport à l'État, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Simplement, je dirais, c'est un constat. À la veille, je dirais à la veille de cette période un peu chaotique qu'a connue le Moyen-Orient depuis une dizaine, une quinzaine d'années, tous les États étaient dirigés par des régimes autoritaires et souvent minoritaires. A commencé d'ailleurs par la Syrie, qui était aux mains de la minorité alaouite, en continuant par l'Irak, qui était aux mains de la minorité sunnite. Voilà, mais on pouvait voyager en toute sécurité, l'économie fonctionnait, parfois bien, parfois moins bien, et effectivement, il y avait se développer derrière un mécontentement croissant. Et avec, je dirais, le déclenchement des printemps arabes, on a eu une sorte d'effet domino qui, malheureusement, a échoué partout, sauf en Tunisie. Et encore, les évolutions récentes de la Tunisie ne sont pas très encourageantes. Alors, il y a aussi peut-être une réflexion à mener. Pourquoi cet échec ? Peut-être tout simplement parce que la démocratie, c'est pas si simple à instaurer, et que même nous... Pays développés et pays démocratiques, nous n'avons atteint la démocratie souvent qu'après beaucoup de décennies, pas mal de révolutions et pas mal de violences. Donc voilà, je ne fais qu'un constat. Donc là, on passe au deuxième point, donc, et qui est d'ailleurs lié au premier. Oui, tout à fait. Précisément, il y a effondrement des États faillis. Ouais. Ça veut dire que les grandes capitales, comme j'évoquais tout à l'heure, qui faisaient en fait la structuration de la géopolitique du Moyen-Orient, que ce soit Damas, que ce soit Bagdad et le Caire, aujourd'hui, ont disparu de ce point de vue-là, pour laisser place à, je dirais quelque part un peu de manière provocatrice, pour laisser la place aux empires, l'empire russe, l'empire iranien, l'empire turc. Mais voilà, je vous laisse basculement, parce que c'est vrai qu'on a basculé avec cet effacement des grandes capitales arabes. Oui, parce qu'effectivement, on n'est pas... Je dirais ce basculement, il est double. D'abord, il est intérieur à la région. Et effectivement, comme vous disiez, les grands pays arabes ont disparu du jeu politique, très largement du jeu politique. L'Égypte, centre de gravité du monde arabe, et qui a eu pendant très longtemps une politique extrêmement active et une grande influence sur l'ensemble de la région.
peine à retrouver, je dirais, son standing international. Alors l'Irak et la Syrie sont hors jeu, alors que c'était deux pays qui avaient joué un rôle très important dans le passé. Alors vous savez, les pays du Golfe, mais la politique très aventuriste de l'Arabie saoudite à travers MBS et même les politiques actives, pour ne pas dire activistes, du Qatar et des Émirats arabes unis ne suffit pas pour en faire des puissances qui comptent au niveau du jeu international. Alors, assez paradoxalement, ce sont des pays non arabes qui maintenant jouent le rôle principal dans la région. C'est naturellement la Turquie qu'on vient d'évoquer, avec effectivement une politique étrangère qui est passée de la politique, je dirais, plutôt paisible de 0,5 au voisinage, qui était celle de l'ancien Premier ministre Davutoglu, est passée une politique néo-ottomane avec effectivement des actions et des interventions un peu tous azimuts, à commencer par la Syrie, parce qu'il est clair que, d'ailleurs, quel que soit le gouvernement en Turquie, la Turquie ne peut pas accepter l'arrivée à ses frontières d'une entité, voire d'un État kurde indépendant. Surtout si cette entité est en fait sous la coupe du PKK, ce qui est effectivement le cas. Le PYD, c'est une kurde qui contrôle une grande partie du nord-est de la Syrie et est étroitement lié au PKK. Mais par-delà ces politiques en Syrie, la Turquie est effectivement très, très agressive, très active en direction de l'Irak, en direction de la Grèce, en direction de Chypre. Elle est intervenue au Karabakh, et comme vous l'avez vu en ce moment, Erdogan est en visite en Ukraine. Donc la Turquie est devenue une puissance qui compte d'autant plus que son espoir d'adhérer à l'Europe s'est évanoui. Donc il y a une réorientation de la politique turque vers le Moyen-Orient. Le deuxième acteur important, c'est effectivement l'Iran. L'Iran, dont l'influence s'étend jusqu'à la Méditerranée, l'influence de l'Iran sur le Moyen-Orient arabe est quelque chose de tout à fait nouveau. Le Shah, lui, voulait être le gendarme du Golfe, mais les ayatollahs, eux, ont eu, à la suite d'ailleurs d'une succession d'opportunités, se sont retrouvés en Syrie, au Liban et en Irak. Il faut dire que nos amis américains les ont fortement aidés, parce que l'intervention de 2003 de Bush Junior a été un double cadeau pour l'Iran. Cette intervention a débarrassé l'Iran de sa principale menace, de son principal ennemi, qui était Saddam Hussein, qui avait fait une longue guerre contre l'Iran dans les années 80. Et deuxièmement, ça a mis en place, au nom de la démocratie, un pouvoir contrôlé par des chiites dont les principaux responsables avaient passé 30 ans en exil en Iran. Donc une grande partie avait des liens particuliers avec l'Iran. L'Iran, je dirais, a profité du printemps arabe en Syrie pour intervenir et pour s'imposer à travers justement toute une série de milices. Ils ont envoyé à peu près 20 000 combattants. Mais un autre acteur qui jusqu'à maintenant était plutôt en position défensive, Israël, a eu une politique beaucoup plus offensive, en intervenant au Liban à plusieurs reprises, en intervenant, comme je le disais tout à l'heure, contre l'Iran, à travers à la fois la guerre de l'ombre et un certain nombre d'attaques ciblées en Syrie, peut-être avec des desseins plus guerriers encore si les négociations sur le nucléaire ne débouchent pas ou débouchent mal. En dehors de ces puissances régionales qui sont très autonomes, Erdogan, comme vous le savez, je ne dirais pas qu'il a rompu les liens avec les États-Unis, mais a
contentieux lourd avec les États-Unis, s'est rapproché de la Russie. L'Iran a manifestement une politique autonome, et Israël est contrôlé par personne et surtout pas par les États-Unis. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Israël qui, à travers son influence sur la politique intérieure américaine, influence le gouvernement américain. La même réflexion peut se faire pour les puissances extérieures. Pendant très longtemps, le Moyen-Orient, ça a été la chasse gardée de la Grande-Bretagne et de la France. Puis on est passé, après la Deuxième Guerre mondiale, à une répartition des zones d'influence entre l'Union soviétique et les États-Unis, étant entendu que le Moyen-Orient était devenu en quelque sorte un des champs de bataille de la guerre froide. Et puis il y a eu une période, mais assez brève, où l'hyperpuissance américaine a dominé, et maintenant on se trouve avec un basculement géopolitique très important, caractérisé par le retrait des États-Unis, le retour de la Russie et l'arrivée discrète mais efficace de la Chine. S'agissant des États-Unis, je crois qu'il faut... Il y a un double aspect qui explique le déclin de l'influence américaine. Je pense que c'est tout d'abord la perte de crédibilité des États-Unis à l'égard de leurs propres alliés, notamment à l'égard de l'Arabie saoudite et de l'Égypte. Perte de crédibilité pour des tas de raisons, le lâchage de Moubarak par Obama, le fait qu'en août 2013, après les attaques chimiques, Obama a renoncé à intervenir, le désastre afghan, tout ça, effectivement, a contribué à cette perte de crédibilité. Les alliés des États-Unis au Moyen-Orient ont le sentiment, à tort ou à raison, qu'en cas de menace sérieuse, Washington n'interviendra pas. Le deuxième aspect des choses, je dirais, c'est une certaine fatigue de l'opinion publique à l'égard du Moyen-Orient, qui était déjà perceptible avant même le 11 septembre. Une lassitude vis-à-vis de cette zone qui est totalement tumultueuse et sur laquelle la politique américaine a à plusieurs reprises fondamentalement échoué. Et puis il y a effectivement la fameuse volonté des Américains de se tourner vers le Pacifique pour contrer la montée en puissance de la Chine. Donc tout ceci s'ajoutant, il y a donc le sentiment que les Américains ne s'intéressent plus au Moyen-Orient. Ce qui est sans doute un jugement un peu excessif, parce qu'à mon avis, de toute façon, ils conserveront des bases militaires importantes, notamment celle qui est au Qatar. Et ils conservent d'ailleurs encore à peu près 40 000 hommes tout de même sur place. Et deuxièmement, et je pense que les États-Unis continueront à être vigilants s'agissant de la sécurité d'Israël. La Russie, comme vous le savez, dans ce que les Russes appellent la décennie noire, c'est-à-dire les années qui ont suivi l'implosion de l'Union soviétique dans les années 90, la Russie s'est totalement effacée du Moyen-Orient. Elle a laissé faire les Américains faire leur intervention de 90-91 et même leur intervention de 2003. Et puis petit à petit, la Russie est revenue. Et ce qui est intéressant, c'est que les Russes sont revenus non seulement dans les pays où ils avaient eu, du temps de la période soviétique, une coopération active. Je pense par exemple à la Syrie, et je pense au Yémen, je pense également à l'Égypte, jusqu'à l'époque Sadat. Mais ils sont arrivés dans des pays avec lesquels les relations étaient mauvaises, inexistantes, voire largement conflictuelles. Pour des raisons d'ailleurs assez différentes. D'abord en Israël, parce que, comme vous en souvenez, au moment de l'implosion de l'Union soviétique, à peu près 1 million de Juifs, ou qui se disaient Juifs de l'Union soviétique, sont arrivés
en Israël, modifiant totalement d'ailleurs le paysage de politique intérieure d'Israël. Et donc des liens personnels se sont faits et les relations entre Netanyahou et Poutine étaient excellentes. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec son successeur. Tout ceci a fait que la Russie ne s'intéresse guère à la question palestinienne. En Arabie Saoudite, pour la première fois, un roi d'Arabie Saoudite est allé en Russie, en voyage officiel, le roi Salman, c'était en 2016, je crois. Et au moment de l'affaire Khashoggi et au moment où, effectivement, MBS était un peu mis au banc de la communauté internationale, on a remarqué la chaleur avec laquelle Poutine et MBS s'étaient embrassés lors de la réunion du G20 à Buenos-Aires. Et d'ailleurs, effectivement, les contacts entre MBS et Poutine sont très réguliers à Sochi ou à Moscou. Et au mois d'août dernier, il y a eu un accord de coopération militaire signé avec la Russie. Et quant à l'Iran, alors c'est du temps de Yeltsin, dans les années, donc dans le début des années 2000, que la relation avec l'Iran s'est considérablement développée. Je dirais que c'était une sorte d'effet pervers des sanctions, parce que l'Iran était, avec les sanctions, était un peu acculé et s'est tourné vers la Russie, puis vers la Chine, comme je vais en parler, pour compenser, je dirais, son isolement. Enfin, effectivement, la Chine, le dernier arrivé, depuis déjà de nombreuses années, a une présence économique forte. Et parmi les premiers, voire le premier client et fournisseur aussi bien de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de l'Irak, de la Jordanie, que le premier investisseur dans ces pays. Et puis d'autre part, avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la Chine a défini une politique qui dépasse cette présence économique, une politique active, à la suite de la publication d'une sorte de livre blanc en 2016, et de la tournée de Xi Jinping en Égypte, en Arabie Saoudite et en Iran. D'où toute une série d'accords, et en particulier un pacte de coopération stratégique avec l'Iran qui comprend sans doute, dont le contenu reste encore assez opaque, mais qui en gros permettrait à l'Iran d'exporter son pétrole à prix relativement favorable en Chine contre, je dirais, un approvisionnement en denrées alimentaires et diverses compte tenu de la dureté des sanctions qui pèsent sur ce pays. Donc effectivement, le paysage, je dirais, géopolitique du Moyen-Orient a été totalement modifié. Et je pense que ce retour de la Russie et de la Chine va encore s'affirmer dans les années qui viennent, sauf que peut-être les Américains vont s'apercevoir à un moment ou à un autre que s'il faut contrer la Chine, il n'y a pas que le Pacifique, mais également il y a une risque de retrouver la Chine au Moyen-Orient. Alors, le troisième thème qu'on voulait aborder avec vous, c'est donc la politique de la France dans cette région. Et le terme que vous avez utilisé, c'est rupture. On parlait de chaos, de basculement, maintenant on parle de rupture. Et vous situez cette rupture en 2007, donc avec l'arrivée d'un nouveau président, un certain Nicolas Sarkozy, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ma question sur ce thème, c'est, vous dites 2007, et c'est certainement la date de référence, mais en même temps, j'ai le sentiment que ça a commencé avant. C'est-à-dire qu'on est dans une période très particulière entre 2003, où c'est quand même l'affirmation de la France avec panache et détermination, chacun s'en souvient, par rapport à la volonté américaine d'agresser l'Irak, en dehors de tout contexte onusien, donc le fameux discours de Villepin, par exemple. Et on a le sentiment qu'après, les choses ont été extrêmement tendues avec la France. Et je me demande si dans cette période 2003-2007, il n'y a pas déjà eu des inflexions
de la politique française qui a dû quand même se rapprocher des États-Unis, notamment par rapport au Liban, la résolution 1559 par exemple. Voilà. Donc, pouvez-vous nous parler de cette rupture de la politique française? J'ajouterais juste un mot, sur la forme aussi peut-être. Ah oui. Sur la forme, parce que vous expliquez comment le Quai d'Orsay, avec vous en particulier, a un rôle important dans la réflexion sur la politique française et sur la mise en œuvre, bien sûr. Et vous dites, vous avez une phrase quelque part qui dit « Il semble », alors je la cite presque de mémoire, « Il semble que ça soit différent aujourd'hui. » Et moi, je le traduirais par... C'est une litote. Oui. Voilà, c'est une litote pour dire que le Quai d'Orsay est peut-être débranché aujourd'hui dans cette affaire. Donc, ça serait intéressant de nous dire un mot sur la forme, c'est-à-dire la prise de décision, quoi. Oui, rupture, je n'ai pas inventé le mot, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui a utilisé le mot, notamment lors de son premier discours de politique étrangère devant la conférence des ambassadeurs de 2007. Alors oui, non, je crois que effectivement depuis une générale de Gaulle jusqu'à Jacques Chirac, il y a eu tout de même une assez grande continuité de la politique française, fondée sur quelques principes simples, une indépendance stratégique, et le souci au Moyen-Orient d'assurer une certaine stabilité malgré les autocrates, une réticence à intervenir militairement ou à décider de sanctions. On parlait avec tout le monde et on avait la volonté de développer au Moyen-Orient comme ailleurs des relations, je dirais, de sympathie et amicales avec les pays du Sud. Ancienne colonie ou pas. Et donc, s'est développée effectivement une politique extrêmement active, en particulier avec Georges Pompidou. Les pays du Golfe, comme vous vous en souvenez peut-être, sont devenus indépendants dans les années 70 seulement. C'était des zones d'influence britannique totale. Et on a mis en place immédiatement des ambassades partout, en envoyant des ambassadeurs arabophones. Et on a pris pied dans une région où nous étions totalement absents. Je dirais 2003 est effectivement le point d'orgue de cette politique. Avec, comme vous disiez, non pas une rupture, mais je dirais une inflexion. Une inflexion qui, à mon avis, ne modifiait pas les principes de base de cette politique. Cette inflexion, c'est que le président Chirac s'est aperçu qu'il était allé sans doute trop loin, qu'il y avait eu des menaces de représailles rudes, y compris, par exemple, en approvisionnement de la France en biens de haute technologie, superordinateurs, etc., etc. Et donc, effectivement, il a essayé de se réconcilier avec les États-Unis. Il a trouvé, je dirais, le prétexte du Liban pour cela, parce qu'effectivement, les Américains ne s'intéressent pas au Liban. Donc il a voulu à la fois faire coup double, je dirais, intéresser les Américains au Liban et à sa souveraineté, et puis d'autre part se réconcilier avec eux. D'où la résolution 459 qui effectivement avait prévu l'évacuation des troupes syriennes hors du Liban. Et puis il a voulu également se réconcilier un peu avec Israël pour d'autres raisons. Sans doute des raisons aussi de politique intérieure ou parce que c'était aussi sa conviction. Et donc il a invité Ariel Sharon à Paris, c'était en 2005, et ils se sont très très bien entendus. Ils ont parlé surtout des bœufs charolais, plus que de la question palestinienne, et tout s'est bien passé, et tout le monde était content. Et c'était lié, je pense, aussi au fait que Chirac, lui aussi, avait une certaine fatigue, non pas du Moyen-Orient, mais de la question palestinienne. Et ceci étant, je pense que la véritable rupture est tout de même en 2007, avec Sarkozy,
avec la montée en puissance de diplomates que certains ont qualifiés de néoconservateurs ou néo-atlantistes, etc., et qui correspondaient bien d'ailleurs à la politique que voulait suivre Nicolas Sarkozy. Alors je pense que avec le président Macron, on a eu l'impression, je dirais, d'un retour au principe de base de cette politique que certains ont qualifiée de gaulo-mitterrandienne. Je crois que c'est Hubert Védrine qui a inventé le terme, non sans arrière-pensée. Mais je pense que ni le général de Gaulle ni le président Mitterrand accepterait la formule. Enfin, on voit, ça c'est une formule simplifiée qui permet de qualifier cette politique d'indépendance qui s'était développée depuis le début de la Ve République et qui réunissait, je pense, un vrai consensus dans l'opinion. Donc, le président Macron a dit clairement, d'ailleurs, qu'il allait faire une politique gaulo-mitterrandienne lors de son premier discours, là aussi à la conférence des ambassadeurs en 2017, jusqu'au moment où ce qu'il a qualifié lui-même d'état profond lui a dit que gaulo-mitterrandien, c'était pas très bien comme qualificatif, et donc maintenant le président Macron ne parle plus de politique gaulo-mitterrandienne. Si vous voulez, l'impression qu'on a eue, c'était qu'au niveau du discours, la politique correspondait bien, effectivement, à ce qui avait été annoncé. Vous connaissez le fort volontarisme du président. Il a pris beaucoup d'initiatives. Il a essayé de jouer les médiateurs, justement, sur le nucléaire iranien. Il était très, très présent en Égypte, avec des résultats, tout au moins sur le plan de coopération militaire, extrêmement favorables. Sur les droits de l'homme, c'est un peu un autre problème, mais je ne sais pas s'il pouvait faire grand-chose. Sur la Syrie, il s'est bien rendu compte qu'on était hors jeu et il a décidé de nommer un envoyé spécial qui pourrait discuter directement avec l'envoyé spécial de Poutine et de rentrer un petit peu comme ça dans le jeu. Il a établi d'excellentes relations avec les Émirats arabes unis et des relations personnelles fortes avec MBZ, qui est en fait le patron des Émirats. Il a développé des bonnes relations avec le Premier ministre d'Irak et effectivement, Macron était le seul représentant d'un pays occidental invité par le Premier ministre Kazimi à Bagdad lors d'une réunion des pays voisins de l'Irak, y compris l'Iran. Et donc la France a repris pied en Irak malgré, je dirais, le souvenir de la coopération étroite qu'il y avait eu du temps de Saddam Hussein. En Afrique du Nord, par Cortés, il a voulu, en fait, son grand dessein, c'était de se réconcilier enfin avec l'Algérie. Par rapport à ces objectifs, les résultats ont été manifestement décevants. En Iran, Macron n'a pas pu convaincre Trump, je dirais, de rentrer dans l'accord, de rester dans l'accord. Avec Biden, il a été assez vite, je dirais, contourné. Surtout que, assez curieusement, il a renchéri, enfin la France a renchéri un peu sur les États-Unis pour durcir les conditions du retour des États-Unis vers l'accord nucléaire.
Il a soutenu l'idée américaine qui n'était pas négociable d'extension aux missiles et à la politique menée par l'Iran dans le Moyen-Orient arabe. En Libye, on a mené une politique bizarre où, en gros, le ministère de la Défense soutenait Haftar, le ministère des Affaires étrangères soutenait plutôt le gouvernement de Tripoli, qui était le gouvernement légal, tout au moins aux yeux des Nations Unies. Cette ambiguïté, semble-t-il, a cessé maintenant, mais elle nous a été reprochée, surtout qu'on a écarté soigneusement nos amis italiens, qui étaient tout de même les premiers concernés par ce pays qu'ils avaient colonisé et d'où venait l'essentiel des migrants qui arrivaient chez eux. Alors, je ne parle pas du Liban. Justement, j'ai participé en visio à une conférence qui s'est tenue hier, où il se tient aujourd'hui un colloque qui se réunit au Liban, et j'étais frappé de voir, de constater que nos amis libanais maintenant reprochaient au président Macron d'avoir en fait renforcé le pouvoir des grands féodaux et donc d'avoir échoué dans sa demande de réforme. Alors le procès est sans doute un peu injuste, mais il est clair que dans la façon dont il a abordé la question libanaise, il a sans doute sous-estimé, il n'a pas saisi la complexité de ce pays. Et il a, je dirais, sous-estimé la capacité de résistance et de résilience des grands féodaux libanais. Donc ça paraît effectivement, par rapport à son passage assez flamboyant, comme un échec. Nos relations avec l'Arabie Saoudite sont très difficiles. MBS considère que le seul interlocuteur, c'est la Russie, c'est les États-Unis, mais que la France ne compte pas. Donc nous, on travaille dans le tourisme, c'est déjà ça, mais on n'est pas au centre du jeu. Il y a eu manifestement une série d'échecs. Et surtout, et moi, il me semble le plus inquiétant, c'est que dans l'ensemble de ces pays, il y a eu une dégradation de l'image de la France. Pour la première fois, à ma connaissance, depuis la guerre d'Algérie, des drapeaux français ont été brûlés, des portraits de Macron ont été brûlés. Ça ne nous était pas arrivé tout de même depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Voilà, alors comment expliquer ça? D'abord, je crois que le contexte est sans doute très, très compliqué et très, très difficile, et il faut reconnaître que, à la fois, je dirais, la personnalité de Trump n'a pas facilité les relations internationales, puis ensuite il y a eu le Covid, et faire de la diplomatie par temps de Covid, c'est pas simple non plus. Ceci étant, je pense qu'il y a aussi la méthode et peut-être même la personnalité même du président de la République, qui est très volontariste, qui parle cash, qui ne prend pas le temps de nouer des relations personnelles avec ses interlocuteurs. Par exemple, le dernier voyage du président dans le Golfe, il est resté une demi-journée par pays. C'est pas comme ça qu'on noue des relations avec le roi d'Arabie Saoudite ou les princes régnants de ces différents pays. Et puis, je pense aussi qu'il y a un problème de relation entre le ministère des Affaires étrangères et l'Élysée. Une méfiance indéniable, effectivement, du président à l'égard du Quai d'Orsay. Il lit les dossiers, mais comme me le disait un de ses collaborateurs, ensuite, il n'en fait qu'à sa tête. Alors, parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe moins bien. Et effectivement, comme vous disiez, j'ai vécu une époque où il y avait vraiment un dialogue interactif entre la cellule diplomatique du président et le Quai d'Orsay.
le conseil diplomatique de l'époque, Jean-David Lévy, me disait, bon, écoute, le président compte aller au Moyen-Orient, où est-ce qu'il pourrait aller, qu'est-ce qu'il pourrait dire, quand est-ce qu'on pourrait organiser ça. Donc je faisais une note qu'il me soumettait au président, qu'il avisait, puis qui disait finalement je préfère aller dans ce pays plutôt qu'un autre, etc. Enfin, qui n'avalisait pas forcément toutes mes propositions. Et ensuite, au niveau des discours, le discours de base était préparé au niveau de la direction que je dirigeais. Ensuite, monté à l'Élysée où il était corrigé par Jean-David Lévy, qui ensuite monté au président qui faisait les ultimes corrections. Donc il y avait vraiment, on sentait que le Quai d'Orsay était pleinement associé et que, en tout cas, on était libre de dire ce que l'on voulait. Or, l'impression qu'on a eue à partir de Sarkozy, c'est qu'il y avait un certain nombre de sujets tabous, qu'on ne pouvait pas s'exprimer totalement librement, et que petit à petit, effectivement, ce dialogue a effectivement disparu. D'ailleurs, c'est un peu un mystère. Est-ce que quelqu'un inspire le président dans sa politique au Moyen-Orient c'est un peu une interrogation. Voilà. Donc, pour terminer, je pense qu'on est dans des temps difficiles au Moyen-Orient. Je ne sais pas si c'est le chaos. C'est tout de même le chaos dans certains pays, mais c'est déjà difficile. La France, comme vous le savez, a pour l'instant plutôt des préoccupations de politique intérieure, avec un discours parfois malsain et qui est certainement inquiète des pays arabo-musulmans, un climat de haine de la part de certains candidats. Moi, je pense que au Moyen-Orient, le jeu des forces actuellement en cours ne va pas se modifier fondamentalement en 2022. On peut avoir des surprises, peut-être des mauvaises, un affrontement par exemple, un affrontement brutal entre Israël et l'Iran. Mais on peut avoir aussi des bonnes surprises, et puis de toute façon on peut toujours rêver, hein, y compris au Moyen-Orient. Bien, donc en conclusion, on va rêver si vous voulez bien, et on va demander à chacun de nous aider à rêver. Donc voilà, on va ouvrir maintenant la parole à tous ceux qui le souhaitent. Que ce soit, alors je ne sais pas comment on fait déjà, on peut entendre nos amis qui sont en ligne, je suppose, car on est très moderne ici. Donc voilà. Déjà, on peut prendre les questions ici en salle, mais si les personnes qui sont en ligne ont des questions à poser, ils peuvent l'écrire dans l'espace des conversations, puis nous, on va les... D'accord. Donc, il ne faudrait pas que nos amis qui sont en ligne, même si j'aurais préféré qu'ils viennent, je suis content qu'ils soient en ligne, il faudrait que vous participiez. Donc, on est tout à fait ouvert à vos questions. Il y en a déjà qui sont arrivées, des questions écrites? Pas encore. Donc, on va commencer ici en présentiel, en attendant que nos amis en ligne... nous posent leurs propres interrogations. Je vous en prie, allez-y. Merci pour votre exposé. Vous avez été président de l'Institut du monde arabe pendant 2 ans. Vous expliquez dans votre bouquin à quel point c'était un rôle politique important. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Et qu'est-ce que vous voyez comme avenir à l'Institut du monde arabe? Je pense que l'Institut du monde arabe est une institution que le monde nous envie. Car comme vous le savez, c'est une institution très originale qui est fondée sur l'idée de joint venture entre, d'une part, le gouvernement français et les gouvernements arabes, les 22 gouvernements arabes. Et quand j'ai eu l'occasion d'aller à l'étranger, rencontrer des diplomates ou des musées qui s'intéressaient à l'art de l'islam, ils étaient très, très élogieux à l'égard de cette initiative et de cet institut. Et je pense que à l'origine, l'idée qui est venue du président Giscard d'Estaing et qui avait été reprise par le président Mitterrand, c'était bien à la fois de montrer, à une époque où déjà l'image des pays arabes en France n'était pas très bonne,
que les pays arabes, c'était aussi des pays de civilisation, de riche civilisation. C'était en quelque sorte la vitrine qu'on offrait aux pays arabes pour montrer leur réalisation et leur culture. C'était aussi un outil de la politique étrangère française, d'influence au Moyen-Orient. Donc je pense que les bases me paraissent très, très intéressantes. Et effectivement, le conseil d'administration, c'était moitié-moitié. Le président était français, le secrétaire général arabe. Et les financements, théoriquement, c'était aussi moitié-moitié. Et c'est là où les choses ne se sont pas très bien passées. Et c'est un peu dommage. En clair, ça veut dire que nos partenaires arabes n'ont pas suivi financièrement. Ils ont financé, selon les règles prévues, la création d'un l'Institut du monde arabe, mais le projet architectural était sans doute un peu trop ambitieux et a mangé en quelque sorte la cagnotte qui était prévue, si bien qu'il n'y avait plus d'argent pour faire fonctionner. Donc, comme toute institution culturelle, l'Institut du monde arabe a des comptes déséquilibrés, donc a besoin de subventions d'exploitation. Et donc, ce qui est arrivé, c'est effectivement que progressivement, c'est l'État français qui apporte l'essentiel des financements, auquel s'ajoutent naturellement des ressources propres de billetterie, de location de salles, de l'Institut du monde arabe. Mais je pense que c'est une institution qui, d'abord, je dirais, s'est bien implantée dans le paysage parisien. Moi, je me souviens d'une époque où il y avait effectivement plusieurs centaines de milliers de visiteurs pour les grandes expositions. Il y a maintenant un peu la concurrence du département des arts de l'islam au Louvre. Mais dans l'ensemble, je pense que c'était à la fois une réussite culturelle indéniable, une réussite politique aussi, je pense, mais que financièrement, effectivement, l'Institut du monde arabe continue à avoir des problèmes récurrents, compte tenu, je dirais, de la défaillance de nos partenaires arabes. Il y a en fait une question en ligne, je la lis. Oui, vas-y, s'il te plaît. Serait-il possible de faire un point sur l'influence actuelle de l'Iran et de l'Irak et en Syrie? Financement des milices, fourniture des armes, présence des formateurs militaires issus des gardiens de la Révolution. Oui, parce que on t'entend mal, oui. Je vous entendais bien. Serait-il possible de faire un point sur l'influence actuelle de l'Iran? Alors, je crois que c'est l'influence actuelle de l'Iran en Irak et en Syrie. C'était ça, je crois, la question. Oui. Quid de la popularité du régime iranien parmi les populations chiites de la région? Oui. Ça, c'est important comme question. Merci. Oui, effectivement, l'Irak est en quelque sorte une des meilleures prises de guerre, si j'ose dire, de l'Iran. Et l'Iran est manifestement très influente en Irak. Mais jusqu'à un certain point, d'abord parce que, effectivement, les populations kurdes sont comme la communauté sunnite sont très hostiles à l'Iran. Et quant aux chiites, il y a un partage. Il y a effectivement, il ne faut pas oublier qu'en Irak, on est plutôt arabe et qu'en Iran, on est plutôt persan. Et la vieille rivalité entre arabes et persans ressurgit inévitablement à un certain moment. Les Iraniens ont souvent une certaine condescendance à l'égard des Arabes. Et les Arabes, une certaine méfiance, je dois dire une certaine crainte même vis-à-vis de l'Iran, compte tenu de l'histoire, etc. Et donc, il y a manifestement une volonté du Premier ministre actuel, mais arrivera-t-il à réussir, s'il le va, parce que ce n'est pas encore sûr qu'il reste en place, il y a une certaine volonté d'affirmer une certaine autonomie vis-à-vis de l'Iran, comme vis-à-vis de toutes les ingérences étrangères, notamment américaines.
D'où effectivement l'intérêt qui a été porté à la France et l'invitation faite par le Premier ministre Kazimi au président Macron lors de cette rencontre qui s'est tenue à Bagdad il y a quelques mois. Et je pense que la politique française est tout de même justement orientée vers ce souci de consolider un peu cette volonté d'échapper aux ingérences étrangères trop fortes. Ceci étant, le Premier ministre a fort à faire parce que les milices liées directement à l'Iran, sous le vocable unité de mobilisation populaire, représentent à peu près 100 000, un effectif de 100 000 personnes, 100 000 combattants. C'est assez difficile à contrôler et je pense que le Premier ministre a du mal. Il y a une autre question, toujours en ligne. Pouvez-vous nous parler un peu de la situation en Afghanistan et de la position de la France? L'Afghanistan n'est pas au Moyen-Orient, mais effectivement, ce qui s'y passe a des conséquences manifestement sur le Moyen-Orient. Il est clair que la façon dont les Américains ont quitté l'Afghanistan a traumatisé quelque peu beaucoup de pays voisins et notamment les pays du Golfe. Les Américains, je pense, ne se faisaient pas d'illusions. Comme ils avaient en quelque sorte négocié un peu leur retrait avec les talibans depuis plusieurs mois. Ils pensaient au moins que les talibans ne reprendraient le pouvoir qu'au moins qu'ils commenceraient à reprendre le pouvoir qu'après le départ du dernier soldat américain. Et en fait, les talibans sont arrivés alors que les Américains n'étaient pas encore partis. Et dans les conditions que vous connaissez. Alors, outre les conséquences en matière de politique intérieure, notamment vis-à-vis de toute cette jeunesse qui n'avait connu qu'un Afghanistan un peu démocratique et ouvert, puisque effectivement, depuis plus de 20 ans, les pays occidentaux étaient là, assuraient un minimum de sécurité, et surtout une nouvelle génération était apparue, qui n'avait jamais connu le régime des talibans. Donc en matière de politique intérieure, sur le plan intérieur, effectivement, il y a eu un profond traumatisme dont on voit les conséquences, beaucoup de départs, énormément de départs, et une répression non seulement sur les femmes, mais surtout ceux qui étaient liés aux Occidentaux. Du côté des pays occidentaux et du côté aussi des pays du Moyen-Orient, il y a tout de même la crainte que l'Afghanistan redevienne, je dirais, la base arrière des mouvements djihadistes, comme c'était le cas du temps d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est encore présent au Moyen-Orient, ce qu'on appelle Al-Qaïda central est encore présent au Moyen-Orient. Il y a des éléments de l'État islamique qui le sont également et qui semblent être ailleurs à l'origine d'un certain nombre d'attentats qui ont eu lieu récemment en Afghanistan même, à Kaboul. Et il y a effectivement cette crainte est d'autant plus forte que, comme ministre de l'Intérieur, il y a le chef du clan Haqqani. C'est une grande famille qui, effectivement, avait des liens très étroits avec Ben Laden. Alors, est-ce que, effectivement, l'Afghanistan va en redevenir une base arrière? Ce qui est sûr, c'est que tous ces mouvements djihadistes, que ce soit l'État islamique, Al-Qaïda, ont salué plutôt de façon très positive le retrait américain. Et donc, ont boosté leur morale à un moment où, effectivement, ils sont plutôt en période défensive. Voilà, donc, tout ça est un peu... Tout ça veut dire qu'il y a tout de même beaucoup d'incertitudes, mais c'est naturellement la façon dont ce retrait américain s'est fait n'a pas été une bonne nouvelle
non seulement pour les Américains, mais pour les pays de la zone, pour les pays de la région. Ils n'ont pas le droit. Non. Les Afghanistans n'ont pas de morale non plus. Oui, je voulais vous demander, ce chaos que vous décrivez, qui mérite absolument ce qualificatif de chaos, est-ce que ça fait les affaires le jeu d'Israël? Est-ce que si ces pays faisaient la paix, et c'est pas sûr que ça fasse le jeu d'Israël. C'est pas sûr que ça fasse le jeu d'Israël. En tout cas, Israël est en train, je dirais, d'essayer de se rapprocher de la Syrie, d'ailleurs, comme à l'instar de beaucoup de pays arabes. Pour l'instant, Israël n'a pas été tellement menacé par le djihadisme type État islamique ou Al-Qaïda, mais pourrait l'être. En tout cas, Israël était nettement méfiant à l'égard des printemps arabes. Regarde sans doute avec inquiétude ce qui se passe au Liban et a toujours eu de très bonnes relations, comme on l'a vu, qui se sont concrétisées récemment avec les pays du Golfe, qui sont pas effectivement, qui sont des modèles à la fois pour l'instant de stabilité, mais aussi d'autocratie. Pardon, allez-y. Merci pour l'exposé. Par rapport à la politique étrangère de la France, vous n'avez pas évoqué finalement la diplomatie européenne. Enfin, je dis ça à dessein parce que, pour moi, personnellement, je pense que il y a beaucoup de défauts dans la politique étrangère d'Emmanuel Macron, mais moi, je voulais mettre en avant quand même un volontarisme. Et de mon point de vue, quand il y a du volontarisme, forcément, il y a des échecs. Mmh. Parce qu'il est plus facile d'avoir une posture. On a cité d'anciens présidents qui avaient une posture, mais qui n'avaient pas de volontarisme. Donc on se cache derrière une posture, surtout en matière de diplomatie. Il est facile de hurler et de ne rien faire. Et donc là, pour poursuivre, dans la diplomatie européenne, est-ce qu'il n'y a pas un levier aussi, même s'il y a des forces internes à l'Europe qui, finalement, on se tire une balle dans le pied en Europe, puisqu'on a des difficultés à monter des compromis. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Non, le volontarisme et la force de conviction du président est hors de doute dans tous les domaines, notamment en matière de politique européenne. Simplement que, s'agissant de la politique européenne elle-même, comme vous savez, elle se heurte à des réticences diverses et variées, notamment des pays de l'Est de l'Europe, sans parler des pays traditionnellement atlantistes comme les Pays-Bas. Mais alors, s'agissant, effectivement, le président Macron a eu le mérite d'essayer de faire des choses au Moyen-Orient. Mais je pense que, globalement, le bilan, pour l'instant, il est tout de même très, très décevant. Très décevant, et une partie n'est pas de sa faute, une autre partie est sans doute de la façon dont il s'exprime, de la façon dont il procède. Mais des choses peuvent changer, je ne sais pas. Quant à la politique européenne vis-à-vis du Moyen-Orient, elle existe malheureusement pratiquement pas, à part une ou deux exceptions, parce que les divisions entre les pays sont très, très fortes. Sur le fond des problèmes. Vous avez un certain nombre de pays qui ne veulent surtout pas s'engager au Moyen-Orient, estimant qu'il n'y a que des coups à prendre et qui sont très réticents à toute initiative européenne au Moyen-Orient. Vous avez des pays aussi traditionnellement atlantistes qui ne veulent pas fâcher les États-Unis.
Et donc, la voie est assez étroite. Le seul domaine où il y a eu vraiment une position européenne cohérente, c'est sur le nucléaire iranien, qui a commencé, la négociation a commencé d'ailleurs en 2003 à l'initiative de la France, et au départ, je dirais, par une troïka européenne, qui était l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Puis ensuite, ça s'est élargi avec les États-Unis, où là, il y a eu une position commune qui a pu être arrêtée. Mais notamment sur l'Irak, sur l'intervention de 2003, il y avait une division flagrante avec d'ailleurs des échanges peu amènes entre le président Chirac et certains dirigeants européens qui approuvaient l'intervention américaine. Voilà. Mais juste une question pour prolonger ce que vous avez dit. Quand vous y étiez, là, évidemment, l'Europe, sa structuration a changé. Mais est-ce que vous aviez le réflexe, quand vous aviez une initiative à prendre, d'essayer de voir si, par exemple, à Berlin ou à Londres, il pouvait y avoir quelques convergences, sans parler de la politique européenne en tant que telle, mais disons d'alliés européens pour renforcer vos initiatives? Est-ce que vous aviez ça à l'esprit? Alors, j'avais mis en place un petit groupe des 5 directeurs d'ANMO des pays qui s'intéressaient vraiment au Moyen-Orient. Donc, il y avait le britannique, l'allemand, l'espagnol, l'italien, et puis moi. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 5. Et donc on se réunissait assez régulièrement. Peut-être tous les 3-4 mois, pour échanger. Et très souvent, d'ailleurs, on avait un diagnostic très, très convergent. Le problème était politique, parce que mon collègue britannique avait été à peu près d'accord sur moi, mais quand il allait voir son ministre, la réaction c'était « faut pas gêner les Américains ». Donc, et la même chose, par exemple, sur Israël. Je m'entendais très bien avec mon collègue allemand qui, sur la question palestinienne, avait, je dirais, les mêmes soucis, les mêmes préoccupations que moi. Mais quand il retournait, à ce moment-là, c'était Bonn, c'était pas Berlin. Manifestement, les Allemands ne voulaient rien faire qui puisse provoquer des souvenirs du passé et des réactions israéliennes qui étaient souvent violentes dès qu'on voulait un peu infléchir leur politique. Donc vous touchez immédiatement du doigt les limites de ça. Quoi. Alors il y avait une même concertation bilatérale avec mon collègue américain, qui était un type assez remarquable, qui avait été d'ailleurs ambassadeur au Caire, et avec le même décalage, c'est-à-dire qu'on s'entendait très bien, mais ensuite, au niveau politique, ça ne suivait plus. Quoi. Il y a une autre question. Je lis d'abord ici et puis je passe à Jacques Chaud. Alors, selon vous, quelles sont actuellement les principales lacunes dans la formation des diplomates français aspirant à travailler dans la région Moyen-Orient? Est-il normal qu'il n'existe en France, contrairement au Royaume-Uni et en Allemagne, presque aucune formation en études iraniennes et encore moins de formation en langue persane? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, oui. Je parle du passé peut-être plus que l'avenir, parce que l'avenir est encore très incertain avec la réforme de la haute fonction publique qui affecte directement, effectivement, les diplomates. La France a une politique, je dirais, de formation à la fois de généralistes, c'est-à-dire ceux qui sortent de l'ENA n'ont pas de formation particulière, ils sont censés connaître de langues, mais en général pas de façon extraordinaire, mais ils peuvent s'améliorer. Et puis vous avez ce qu'on appelle le concours d'Orient, effectivement, qui permet le recrutement de diplomates ayant une bonne connaissance des langues rares, qu'il s'agisse de l'arabe, du chinois, du russe, etc. Simplement, s'agissant alors plus spécialement du persan,
dans une époque assez lointaine, il était prévu que obligatoirement pour le concours d'Orient, il fallait, s'agissant des pays du Moyen-Orient, il fallait connaître à la fois l'arabe et le persan. Et pour des raisons que j'ignore, on a supprimé l'obligation du persan et donc on n'a eu plus que des arabisants. Alors on a effectivement beaucoup d'arabisants, mais ce qui est absolument indispensable parce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir. Le persan, ce n'est qu'en Iran, mais les pays arabes, il y a 22 postes, plus effectivement ceux qui sont à l'administration centrale. Et il y a effectivement une vraie pénurie en ce qui concerne le persan. Alors, certains, quand ils sont nommés à Téhéran, tâchent d'apprendre le persan. Il y a des formations spéciales linguistiques au Quai d'Orsay qui sont prévues pour ça. Mais effectivement, nous avons certainement, je dirais, un peu un manque de personnophones actuellement dans la diplomatie française. Et c'est vrai d'ailleurs aussi à l'université, c'est-à-dire qu'il y a les études en matière d'Iran, enfin, tout le rapport à l'Iran ont été assez largement sinistrés depuis quelques années. Bonjour. Dans tout ce chaos du Moyen-Orient, il y a un pays dont on parle peu, c'est le Koweït. Oui. Et je voulais savoir, c'est quoi la recette qu'il a apparemment réussi à trouver pour se maintenir vraiment au-dessus de la mêlée et faire si peu parler de lui. Et puis une deuxième question qui n'a rien à voir. Comment se fait-il qu'il n'y ait eu personne à l'Élysée pour au moins tenter de dissuader Macron d'accorder la Légion d'honneur au maréchal Sissi? Vous commencez par quelle question? Non. Je réponds à toutes les questions, même ce que nos amis québécois appellent des questions piégeuses. Mais s'agissant du Koweït, c'est un pays qui a eu effectivement un grand malheur. Un grand malheur, il était envahi par les Irakiens, mais qui fonctionne assez bien parce que c'est une monarchie. Bon, il y a un émir. Il y a un Premier ministre et la plupart des postes sont tenus par la famille, comme dans tous les Émirats ou sultanats du Golfe. Mais il y a une vraie vie parlementaire. Il y a des élections qui ne sont pas truquées. Il y a des débats. Il y a d'ailleurs au sein du Parlement une opposition islamiste, proche des frères musulmans. Et le Koweït a eu une politique toujours extrêmement prudente de bon voisinage, aussi bien avec l'Iran qu'avec les autres pays du Golfe. Ceci étant, effectivement, le problème du Koweït, et on revient au passé, c'est que ça a été une création du colonisateur britannique. Et si vous voyez la carte, c'est une sorte de bouchon sur le nez de l'Irak. Et donc, dès l'indépendance de l'Irak, il y a eu des revendications au niveau lorsque l'Irak était encore une monarchie hachémite, pour considérer que le Koweït faisait partie intégrante de l'Irak. Et quand il y a eu l'indépendance du Koweït en 1967, si j'ai bonne mémoire, l'Irak a violemment protesté auprès des Britanniques que ce soit transformé en État indépendant. Et donc Saddam Hussein était dans ce cheminement. Ceci étant, comme vous le savez, c'était considéré comme inacceptable et que ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé pour Saddam Hussein. Alors, s'agissant de la Légion d'honneur, alors, oui... on a épinglé, effectivement, si j'ose dire, cette Légion d'honneur. En fait, quand un souverain fait une visite officielle en France, accompagné d'une délégation, la tradition veut que tout le monde ait la Légion d'honneur, à des niveaux d'ailleurs différents. Alors, des niveaux Grand Croix pour les souverains, des collaborateurs au niveau officier, chevalier, etc.
ça fait partie du rituel diplomatique. Alors, bon, on a des relations diplomatiques avec l'Égypte. On a d'ailleurs plutôt des bonnes relations avec l'Égypte. Et effectivement, à l'inverse, les Égyptiens n'auraient pas compris qu'on ne décore pas leur chef d'État. Ceci étant, je dirais, ça, tout ceci relève du symbole. Hein. Tout ceci relève du symbole. Et on pourrait dire la même chose pour certaines remises de décoration en France, avec ensuite des gens qui se trouvent en prison ou dans des positions délicates. Enfin, voilà. D'accord. Donc, bien. C'était bon. C'était aussi, je dirais, une façon d'épingler ou de critiquer aussi le président. Il y a un aspect de politique intérieure. Sans doute, oui. Dernière question peut-être parce que... Dernière question. Que pouvez-vous nous dire au sujet de la Palestine? Ah oui. Oui. Ah, la Palestine, oui. Ça, c'est la question, oui, effectivement, la question oubliée, en quelque sorte. Oui, j'en ai... Non, pas vous, mais je veux dire, oui, aujourd'hui, dans l'actualité, elle a disparu très largement. Le problème, il est... Finalement, il est simple et triste. Je suis allé en Israël en 2006, invité par des think tanks israéliens. Il y a des gens extrêmement intéressants, d'ailleurs, dans ces think tanks israéliens qui connaissent bien tous ces problèmes. Et je pensais y aller essentiellement pour parler de la question palestinienne. Et puis quand je suis arrivé, on m'a dit « Ah non, on veut vous interroger, on veut avoir votre avis sur la menace existentielle de l'Iran. » Alors je lui ai dit « Bon, mais la question palestinienne, le problème est réglé, c'est un conflit de basse intensité. Alors, avec des moyens policiers, on arrête les terroristes. D'ailleurs, il n'y a pratiquement plus d'attentats, tout va bien. Et puis à Gaza, comme je l'évoquais tout à l'heure, on intervient comme ça régulièrement. Donc, ma question palestinienne, de toute façon, on est hostile à un État. Enfin, voilà, donc il n'y a plus de problème. Alors, ceci étant, depuis 2006, les choses ne se sont pas arrangées. Parce qu'effectivement, il y a eu Netanyahou dont la politique était clairement de saboter tout processus de paix. Ensuite, il y a eu Trump qui a, je dirais, en quelque sorte transformé les États-Unis en allié inconditionnel d'Israël, avec le déplacement de l'ambassade, la reconnaissance du Golan, voilà. Et puis le fameux deal du siècle, qui était en fait une annexion déguisée, un projet d'annexion déguisée des territoires palestiniens. Et alors, dans le même temps, il y a eu ce phénomène de lassitude que j'évoquais tout à l'heure, et la pression internationale, qu'elle soit américaine ou européenne, en particulier française, s'exerce de moins en moins. Et puis il y a effectivement l'état de confusion dans lequel se trouvent les Palestiniens, avec un président d'autorité palestinienne qui n'a manifestement plus de légitimité, et puis sur le terrain, de grignotage progressif de la Cisjordanie par les nouvelles colonies, par le déplacement du mur, etc. Donc effectivement, la question palestinienne, elle reste. C'est à mon avis, à terme, une bombe à retardement, parce que je vois mal comment Israël peut régler maintenant le problème, car sur le périmètre, sur le territoire de la Palestine historique, la Palestine du mandat, vous avez actuellement 13 millions d'habitants, dont la moitié juifs et la moitié arabes. Arabes, c'est-à-dire de Gaza, de Cisjordanie, et arabes israéliens, dont une partie n'a pas véritablement de droit politique.
Manifestement, la solution des deux États est morte et je ne vois pas comment on pourrait la ressusciter, ne serait-ce que parce que le territoire qui pourrait rester était très exigu. Ce serait la moitié du département de Seine-et-Marne. Voilà. Et que d'autre part, il n'y a pas de volonté politique au niveau israélien dans la majorité actuelle. Et à mon avis, la majorité actuelle, elle va continuer comme ça, parce qu'on a, pour des tas de raisons, on a constaté un déplacement du centre de gravité de la politique intérieure israélienne vers la droite, voire l'extrême droite, qui sont effectivement de plus en plus influents. Donc comment ceci peut tenir à terme, d'où effectivement le problème qui commence à faire débat en Israël. Est-ce que Israël peut être un État démocratique sans donner de droit de vote dans un État unique aux Palestiniens? Est-ce qu'on peut revenir à la solution des deux États? Mais ça semble improbable. D'où effectivement l'inquiétude d'un certain nombre de grandes ONG humanitaires comme Human Rights Watch et tout récemment Amnesty, qui soulignent le risque d'apartheid. Et là, à mon avis, il y a un vrai problème, d'abord pour les Israéliens eux-mêmes et naturellement pour les Palestiniens. Surtout que du côté américain, la communauté juive américaine commence à se distancer d'Israël justement sur ce point particulier. Il y a un décalage entre la communauté juive américaine et Israël, si bien qu'en fait, les principaux appuis d'Israël aux États-Unis, ce sont les républicains et les évangélistes plus que les démocrates maintenant. Voilà un jugement qui n'est pas très optimiste, mais je vois mal comment, dans l'immédiat, le problème peut être résolu, mais le problème, il est toujours là. Il est toujours là. À la fois politique et éthique, je dirais. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On voulait rêver, on n'a pas tellement rêvé, mais bon, je vous remercie infiniment. Voilà, merci.